preuves de ces allégations. La presse, principal promoteur de Boy Djiné, ses moindres faits et gestes sont relatés par les médias. Les organes de presse en font-ils trop? Court-on le risque d'offrir Boy Djiné en modèle à la jeunesse? Réponse à suivre dans ce journal. Et enfin, célébration ce lundi de la journée mondiale de la population. Cette année, les adolescentes sont à l'honneur. Le gouvernement entend s'appuyer sur ce capital humain pour promouvoir le développement. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. La session 2016 du baccalauréat général débute ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, plus de 150 000 candidats, dont 119 950 en série littéraire et 32 625 en série scientifique et techniques se sont inscrits pour participer aux épreuves. Au lycée Blaise Diagne, on note 4 jurys et 3 à Kennedy. Malgré le stress, certains candidats sont confiants pour la suite. Aïssatou Diop Tall a fait le tour de quelques centres d'examen. Regardez. Après une année académique mouvementée et sauvée de justice, c'est maintenant le temps des examens. Ils sont au total 152 575 candidats à faire le bac, des candidats répartis dans différents centres du pays. Ici, au lycée John Fitzgerald Kennedy, nous avons 3 jurys qui font au total 985 candidats. Selon le président du jury 969, tous les dispositifs ont été pris pour un bon déroulement des épreuves. On a démarré dans de bonnes conditions. J'ai 2 séries, une série L2 avec 199 candidats et une série S2 avec 100 candidats. En tout, ça fait 299 candidats pour le jury 969. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu beaucoup d'absents. Au lycée Blaise Diagne, comme à Kennedy, les quelques candidats qui ont terminé les premières épreuves, espagnol, anglais et sciences physiques, jugent les sujets tantôt abordables, tantôt difficiles, mais ils espèrent s'en sortir. Ça va, moi je faisais espagnol, mais tout ce qu'ils nous ont donné, on a vu ça en classe, donc je me dis que ça va aller. Je demande juste au correcteur d'être un peu indulgent envers nous, c'est tout. C'était pas très difficile, franchement. Seulement, j'ai un peu peur pour quelques épreuves comme histoire géo, parce qu'il y a les dates, ça fait un peu difficile, mais à part ça, franchement, je suis prête pour toutes les autres matières. On a d'abord commencé par l'épreuve d'anglais. Disons, je vais pas dire qu'elle était facile et je vais pas dire qu'elle était difficile non plus, mais j'ai fait de mon mieux et je pense que c'était la bonne chose à faire. Là, on a une pause de 3 heures de temps. Je vais essayer de réviser mes leçons d'histoire en attendant. Quasiment prête, on peut dire, mais pas totalement puisque ça peut, disons que c'est un obstacle quasi impossible de tout apprendre. Mais on va faire de notre mieux et je suis optimiste pour la suite. Même si pour le moment ces potentiels futurs bacheliers font semblant de ne pas être gagnés par le stress, la plupart d'entre eux n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Hier, j'ai pas dormi du tout, mais bon, ça va aller, Inch'Allah. Il y a une élève qui, je crois qu'elle est malade en fait, je sais pas trop. On lui a donné des médicaments et j'espère que ça ira pour elle. Ça va, moi je ne suis pas stressée à ce point, franchement. Je vais pas vous le cacher, je stressais beaucoup ce matin, mais bon, disons qu'avec beaucoup de détermination et des encouragements de mes amis et de mes proches, ça m'a boosté et c'était bien. Ainsi donc, le baccalauréat 2016 a démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves du premier groupe vont durer 3 jours. 3 jours de stress et d'angoisse, mais ne dit-on pas que la réussite est au bout de l'effort. Bonne chance aux différents candidats. Dans les pays d'Afrique, la manière dont les enseignants sont traités, déployés, utilisés pose problème. Dans certaines zones, on a un nombre élevé d'enseignants alors que d'autres en manquent. Pour y remédier, le pôle de Dakar de l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO a tenu un atelier régional ce matin. Ce cadre d'échange réunit des centaines de personnes en charge de la gestion des systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest. Ces professionnels vont partager leurs bonnes pratiques afin d'améliorer l'allocation des enseignants dans le pays. Des Fatim Lo étaient sur place. Les chefs d'État et gouvernement ont adopté en 2015 un nouvel agenda de l'éducation pour la période 2016-2030 afin que d'ici 2030, toutes les filles et tous les garçons accèdent à une éducation primaire et secondaire gratuite, équitable et de qualité. Pour ce faire, les pays vont avoir besoin d'enseignants en nombre suffisant ayant les qualifications requises.
il nous faut recruter beaucoup d'enseignants. Alors, on sait très bien que nos pays sont aussi confrontés à des problèmes de ressources. Et la problématique, c'est de savoir comment rationaliser la gestion et l'utilisation des enseignants dont nous disposons pour pouvoir répondre au mieux aux objectifs de l'éducation à l'horizon 2030. Cet atelier va contribuer à rendre plus cohérente l'allocation des enseignants dans les écoles afin de faciliter la promotion de ces derniers auprès des pays les moins performants en matière de gestion des enseignants. Vous vous rendez compte, pour rationaliser les enseignants, comme je le disais, c'est qu'il faut que les allocations d'enseignants puissent correspondre aux besoins. Mais les problèmes que nous constatons dans la plupart des pays, c'est que certaines zones sont surdotées d'enseignants pendant que d'autres n'en ont pas, alors que nous sommes dans un contexte de ressources rares, de pénurie d'enseignants. Et la question fondamentale, c'est comment utiliser au mieux ce que nous disposons et comment améliorer l'allocation des enseignants aux différents lieux d'enseignement. Les pays participants vont être sensibilisés sur l'importance de l'allocation des enseignants, mais aussi ils vont faire des échanges qui vont permettre de pouvoir développer des bonnes pratiques et des outils innovants qui vont aider les pays à améliorer l'allocation des enseignants. Rebondissement dans l'affaire du protocole de Rebeuss, maître Ousmane Seye accable Idrissa Seck. L'avocat soutient que le patron de Rewmi, alors emprisonné, s'était engagé à rembourser 21 milliards pour sortir de prison. Une affirmation démentie par le député Thierno Bokoum. Le chargé de communication de Rewmi invite le secrétaire général du Front républicain à publier ce document qui atteste de l'existence du protocole de Rebeuss. Le député dénonce aussi un complot contre son leader Idrissa Seck. Le sujet est signé Kodinjay. Le président du parti Rewmi s'était engagé à rembourser la somme de 21 milliards de francs CFA, un engagement qui atteste de l'existence du fameux protocole de Rebeuss. Telle est la déclaration faite par maître Ousmane Seye, des allégations battues en brèche par ce responsable du parti Rewmi. C'est une déclaration qui n'honore pas l'avocat qu'il est, parce que c'est une déclaration fausse. Il faut dire très clairement que les choses sont simples. Il dit lui-même, il déclare détenir une copie de cet engagement ou protocole. Il n'a qu'à publier le document dont il parle. Il ne va pas le faire parce que ça n'existe pas. Les personnes citées par l'avocat ont toutes démenti l'existence d'un tel document, y compris l'avocat lui-même, selon le député. Maître Pape Sambare Diop a été entendu par la DIC le 5 mars 2007 et il a déclaré que ce protocole n'existait pas. Maître Nafissatou Diop Cissé a fait une émission le 7 mars 2013 et elle a dit très clairement que ce protocole n'existait pas. Ousmane Seye lui-même, lors de l'émission Grand Jury du 17 mars 2013, a aussi clairement dit que le protocole n'existait pas. Aujourd'hui, il se dédie lui-même. C'est un double langage. Il dénonce par ailleurs un complot contre son leader. Nous considérons aujourd'hui qu'il y a une conspiration, un complot, un gigantesque complot contre Idrissa Seck. Et c'est inadmissible qu'un avocat puisse être complice de ce complot-là. Cette polémique remet au goût du jour le débat sur l'existence ou non du fameux protocole de Rebeuss, au moment où certains soupçonnent un éventuel protocole de Doha. Quoi qu'il en soit, Idrissa Seck a défié quiconque qui détient un tel document de le rendre public. En politique, toujours, la coordination départementale du Parti socialiste de Guédiawaye déplore la démission du maire de la Médina, Bamba Fall, du bureau politique du PS. Elle trouve cette démission regrettable. Toutefois, elle n'a pas manqué de réaffirmer son soutien au secrétaire général national du parti, Ousmane Tanor Dieng. Les socialistes de Guédiawaye étaient en assemblée générale ce week-end et c'était en présence de Abdoulaye Wanyanga. La démission de Bamba Fall du bureau politique du Parti socialiste ne laisse pas indifférent la coalition départementale du PS à Guédiawaye. Elle a fait une sortie pour se prononcer sur la question. Les camarades d'Ousmane Tanor Dieng ont regretté cette démission du maire de la Médina. Du bureau politique, je trouve que effectivement Bamba Fall est un grand camarade qui ne devrait pas démissionner sur ces bases-là.
Toutefois, les socialistes de Guédiawaye réaffirment leur soutien à leur camarade secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, dont certains responsables socialistes veulent qu'il quitte la tête du parti. Les responsables qui se sont exprimés et qui ont été fortement applaudis ont eu à dire qu'ils réaffirment leur soutien et leur loyauté au camarade secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Se prononçant sur la question de la mise sur pied du Haut Conseil des collectivités territoriales, la coordination départementale trouve que cette institution est pertinente. À chaque chose, en fait, on va analyser toutes les décisions à tout moment. Le Parti socialiste est secoué depuis un certain temps par des guerres de leadership. Des responsables ne veulent plus voir Ousmane Tanor Dieng conduire les destinées de cette formation politique, d'où les nombreuses hésitations au sein de cette formation. Les cadres jeunes et femmes de l'APR du département de Matam ont lancé une motion de soutien à l'endroit du député Farba Ngom. Ceci suite à une histoire de distribution de riz à des chefs religieux qui auraient tourné au vinaigre. Ces apéristes qualifient ces accusations grotesques et semblent être organisées par une coalition de politiciens en mal de reconnaissance. Ils ont fait face à la presse ce week-end pour apporter des éclaircissements sur cette affaire. Le porte-parole, Seydou Fall. Des gens qui sont partis dans l'ombre sont extrêmement jaloux de cette posture et de ce dynamisme et de ce militantisme acharné, sincère et loyal de l'honorable député auprès du président de la République et tente de saisir une moindre occasion pour tenter de porter atteinte à son honorabilité et à sa réputation. Et nous voulons dire aujourd'hui que cela c'est peine perdue parce que tout Matam, tout le Fouta est derrière l'honorable député Farba Ngom pour le triomphe du président Macky Sall. Et ça, c'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous dis, à Matam, dans le département de Matam, pourquoi il n'y a pas un autre parti autre que la paix. Farba a fait le travail depuis 2008. Donc il n'y a pas de crédit interne. Tous les résultats des élections passées l'ont prouvé. Un dernier mot de politique. Le parti Les Démocratiques Réformateurs demande à l'ancien ministre d'État, Karim Wade, d'éclairer la lanterne de l'opinion sur les conditions de son élargissement. Modou Diagne Fada et compagnie soutiennent bénéficier d'une adhésion massive d'anciens membres du comité directeur du PDS. Le porte-parole du jour, les chiffres à plus de 100 membres, les démocrates réformateurs se sont aussi penchés sur la situation politique du pays. Salou Diouf est leur porte-parole, il s'exprime au micro de Asba. Très importante que le président a effectuée dans la banlieue de Dakar, notamment à Pikine, à Guédiawaye, à Rufisque et une partie de Dakar. C'est une tournée qui a vu l'adhésion massive des populations, l'adhésion massive de responsables qui ont vu en la démarche du président une démarche très noble qui constitue effectivement à se rapprocher donc des populations. Et ça a permis au président de vivre des moments très intenses avec les populations de la banlieue et une partie de la région de Dakar. Nous avons remarqué qu'au niveau du comité directeur du PDS, il y a eu plus de 100 démissionnaires. Et nous voulons lire tous les responsables qui ont démissionné au niveau donc du PDS et rejoindre notre nouveau parti qui est donc les démocrates réformateurs. Nous conseillons à Karim Meïssa Wade d'expliquer aux Sénégalais les conditions dans lesquelles il a été libéré. Le PDS aussi a intérêt de dire aux Sénégalais la manière, les conditions en tout cas dans lesquelles Karim Meïssa Wade a été libéré pour que ce dernier puisse se présenter lors des joutes électorales à venir. Actualité judiciaire, Boy Djiné déféré au parquet par la division des investigations criminelles. La DIC a tenu à retracer le film de l'arrestation du fugitif. Ce dernier a été arrêté avec 3 personnes dont sa femme considérée comme sa complice. Plusieurs charges pèsent sur le désormais ex-fugitif. La DIC a fait face à la presse cet après-midi. Ibrahim Fall y a pris part. Suite à son évasion, le procureur avait lancé un mandat d'arrêt contre Baye Modou Fall, alias Boy Djiné, un mandat
qui a porté ses fruits après une collaboration entre la division des investigations criminelles, Interpol, Sierra Leone et les services de police établis dans toutes les régions du pays. Vous savez que nous ne révélons pas nos sources de renseignement. Donc c'est des informations que nous avons reçues, on les a exploitées, on a fait des recoupements et on a eu parce que la certitude que Boy Djiné se trouvait en République Guinée. Et il venait aussi, également, on nous a informé qu'il venait de la Sierra Leone. C'est un certain Pape Ndiaye qui lui aurait fait parvenir un pneu pour son véhicule en Guinée. Après plusieurs tentatives d'évasion réussies par Boy Djiné, les limiers refusent d'admettre l'aspect mystique. Est-ce que l'affaire Guinée l'a fait pour Rich? L'affaire Guinée l'a fait pour Rich kay. Boy Djiné ne veut plus être en instruction, avait-il déclaré. Une déclaration qui ne peut nullement constituer une pression, selon les limiers de la DIC. En tout cas, au cours de l'enquête préliminaire, au cours de l'enquête qu'on a eu à mener, il n'y a eu aucune pression. Maintenant, est-ce qu'il est capable de mener une pression sur la justice, sur la défense de soi? Nous avons constaté que le véhicule mis sous scellé a été enlevé. Le véhicule appartient à Modou Fall Boy Djiné. Depuis lors, on n'a pas arrêté de travailler sur ça d'arrache-pied jusqu'à récupérer le véhicule. Maintenant, s'il y a eu des manquements, des correctifs vont être apportés par rapport à ça. Boy Djiné, encore arrêté en compagnie de sa femme et de son chauffeur, le doute plane toujours sur la tête des Sénégalais habitués à assister aux évasions de Boy Djiné. Ibrahim Fall, vous l'avez dit, l'affaire Boy Djiné défraie la chronique suite à ces fameuses évasions des geôles sénégalaises, présentées souvent par la presse comme un héros. L'on s'interroge aujourd'hui sur le traitement médiatique réservé à cette affaire. Est-ce que les organes de presse n'en font pas trop? N'y a-t-il pas une surmédiatisation de l'affaire? Des responsables de médias ont donné leur point de vue. Voyons cela avec El Hadj Moussabé. Ces multiples évasions de prison ont fait de lui la vedette de la presse nationale ces derniers jours. Modou Fall, alias Boy Djiné, défraie la chronique. Son cas, les médias en parlent presque tous les jours, courant même le risque de l'offrir en modèle aux jeunes. Traitement qui laisse à désirer, selon le secrétaire général de la rédaction de la RFM. C'est vrai que bon, on peut en parler, je ne suis pas contre. Mais la façon dont la presse traite l'affaire Boy Djiné, moi ça ne me convainc pas. Et franchement, ce n'est pas aujourd'hui que je le dis, je le dis depuis quelques jours. Quand j'ai lu la une de ces journaux où on présente Boy Djiné qui a échappé, qui a bénéficié de ceci, et même par là, le gouvernement, quand le ministre de la Justice répond à Boy Djiné, mais il y a combien de détenus qui sont dans les prisons? Le ministre Boy Djiné qui interpelle le président de la République, le ministre de la Justice qui va jusqu'à Tambacounda pour répondre à Boy Djiné. Je me dis quand même, c'est trop donné d'importance à ce Boy Djiné. Le rédacteur en chef de la radio-télévision du groupe des médias dira le contraire. Selon lui, il n'y a pas d'exagération sur le traitement de l'affaire Boy Djiné. Dans une société où on fait la promotion de ces antivaleurs, mettre en avant ou mettre en exergue Boy Djiné ne doit pas constituer peut-être un scandale. Donc pour moi, la presse ne fait que refléter notre quotidien. Pour ces hommes de médias, l'homme demeure un contre-modèle pour la société. Dans un tel contexte, la responsabilité de la presse doit consister à faire comprendre à l'opinion le danger qu'il représente. On aurait pu le présenter comme dit que celui-là c'est un contre-exemple pour la société sénégalaise, un contre-exemple pour nos enfants, plutôt que de faire de lui un héros, une victime. Il faut peut-être savoir faire le dosage entre ce qui peut participer à l'édification d'une société juste. Si celui que l'on considère comme l'ennemi public numéro 1 du pays est à l'ordre du jour, il doit sa célébrité aux lignes que lui consacre la presse. Toutefois, cette dernière est invitée à un traitement plus responsable de cette affaire, afin d'éviter les syndromes de la bande à Inno que certains n'hésitaient pas à acclamer, malgré ses nombreuses déboires avec Dame Justice.
Je vous l'annonçais en début d'édition, ce lundi 11 juillet est célébrée la journée mondiale de la population au Sénégal. Il est majoritairement jeune. Toutefois, la question de l'emploi de cette frange de la population se pose avec acuité. Le taux de chômage reste élevé, 13% en 2015 selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Beaucoup imputent cet état de fait au gouvernement. D'autres soutiennent que les jeunes ne prennent pas d'initiative et veulent tout attendre de l'État. C'est un travail de Code Ndiaye. Le monde célèbre la population ce 11 juillet. Au Sénégal, cette population est estimée à environ 14 millions d'habitants, avec une bonne partie de la jeunesse sans emploi. Les responsabilités semblent être partagées selon ces jeunes. Non, l'État n'a pas de responsabilité. Je pense que les responsabilités sont partagées. Ici à la Médina, il y a des jeunes ambitieux, mais ils n'ont pas les moyens. Un jeune doit prendre des initiatives et attendre de l'aide, mais ne pas toujours se baser sur l'État. L'État ne peut pas tout faire. Certains jeunes interpellent les autorités, tandis que d'autres estiment que les jeunes doivent prendre leur initiative. J'entends souvent dire que les jeunes de la Médina ne veulent pas travailler, mais ça c'est faux. Ici à la Médina, il y a des jeunes ambitieux, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Les jeunes veulent du travail, mais pas n'importe lequel. Il n'y a pas de sous-métier, mais certains ne veulent pas faire certaines activités. L'essentiel, c'est de ne pas voler ni mentir, sinon toute activité est bonne. D'autres par contre proposent des pistes de solutions pour mettre fin à ce fléau. Il faut le service militaire obligatoire. Cela permet aux jeunes de faire quelque chose et ne pas rester dans la rue. Ceux qui n'habitent pas Dakar s'en sortent souvent car ils s'investissent dans beaucoup d'activités. Ils sont nombreux dans les quartiers à l'attente du premier emploi. Beaucoup de ces jeunes estiment que les autorités n'ont pas fait le devoir pour mettre fin au chômage qui ne cesse de gangréner la population, notamment celle de Dakar. Restons avec cette journée. Le Sénégal se penche cette année sur la question des adolescentes et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Selon le ministre du Budget, les adolescentes représentent un capital humain d'une grande utilité pour le développement du Sénégal. Birima Mangara soutient qu'il est impératif de promouvoir l'éducation des jeunes filles afin de stimuler l'essor économique du pays. Des stratégies sont envisagées pour l'atteinte de cet objectif. Le thème retenu cette année, investir dans les adolescentes pour un Sénégal émergent. Les précisions de Léna Sarr. Plus de 3 millions de Sénégalais sont âgés de 10 à 19 ans. Parmi eux, l'on compte les adolescentes qui, pour la plupart, ne jouissent pas de la totalité de leurs droits fondamentaux. Discrimination, violences sexuelles, analphabétisme, abandon sont entre autres les difficultés auxquelles ces jeunes filles sont confrontées. Les adolescentes constituent l'avenir d'un pays. Et quand on regarde un peu les statistiques, on se rend compte que, par exemple, au niveau des décès maternels, les adolescentes, il y a plus de 600 adolescentes sur 100 000 naissances vivantes qui meurent. Les adolescentes sont victimes de grossesses précoces alors qu'elles ne sont pas préparées. Et il y a les mariages précoces qui les exposent à des maternités rapprochées. Il y a les fistules obstétricales. Il y a vraiment un certain nombre de menaces sur leur santé sexuelle et reproductive. UNFPA va lancer bientôt, avec l'appui du gouvernement, une ligne téléphonique gratuite qui va permettre aux jeunes, partout où ils sont au Sénégal, de pouvoir poser des questions. Face à cette situation jugée alarmante, le gouvernement du Sénégal compte jouer pleinement sa partition pour apporter des solutions adéquates aux problèmes des jeunes filles. Au Sénégal, une réponse adéquate est menée à travers des programmes et des projets, mais surtout à travers le plan Sénégal émergent qui, dans son axe 2, prend en charge effectivement le capital humain et particulièrement les populations jeunes, parce qu'on s'est rendu compte que cette population représente ici à peu près 2 990 849, donc près de 3 millions, près de 22% de la population. Les adolescentes représentent une couche vulnérable au Sénégal. L'idée, à travers le plan Sénégal émergent, est de renverser cette tendance en faisant de cette frange un vecteur essentiel de développement. D'où l'intérêt pour notre pays de célébrer la Journée mondiale de la population en accordant une attention particulière aux adolescentes.
L'actualité internationale. À présent, nous serons en Inde. Des violences au Cachemire ont causé la mort de 23 personnes. Nous irons ensuite en Afrique du Sud. 2 islamistes ont été arrêtés. Mais voyons d'abord ce qui se passe au Sud-Soudan. La page internationale porte la signature de Aïda Mamadou Diop. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a signé un décret ordonnant la cessation des hostilités avec effet immédiat à partir de 18 h. Selon un communiqué lu à la télévision par le ministre de l'Information, les combats entre forces loyalistes et ex-rebelles ont repris dans la capitale Djouba il y a 3 jours. Des affrontements qui ont fait plus de 150 morts dans la ville à la veille du 50e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud, dernier né des États de la planète. En Afrique du Sud, 2 frères jumeaux sud-africains, Brandon Lee et Tony Lee Tulsi, ont été arrêtés ce week-end pour activités terroristes. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu poser des bombes contre l'ambassade des États-Unis et des établissements juifs dans le pays, a déclaré le porte-parole de l'unité d'élite de la police sud-africaine. Ils sont aussi accusés d'avoir incité d'autres personnes à les aider pour ces attaques en faisant la promotion des objectifs politiques, religieux et idéologiques de l'État islamique en Irak et au Levant, selon les documents. En Inde, des violences au Cachemire ont causé la mort de 23 personnes et plus de 200 ont été blessés en 2 jours d'affrontements entre forces gouvernementales et manifestants en colère. Ces violences ont suivi la mort du chef rebelle Burhan Wani. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et tiré à balles réelles sur les manifestants lors de protestations d'une ampleur inédite depuis 2010. Du sport pour terminer, la balle orange pour démarrer cette page. Finale play-off basket. Le Duc s'est imposé à nouveau face à l'ASC Ville de Dakar. Une différence de 10 points en l'absence des meilleurs joueurs de Dakar, dont Fatou Dian et Ndeysen, mais aussi le coach Tafa Gueye. Mais le coach des étudiants pense que c'est surtout la différence qui a fait la défense plutôt qui a fait la différence. Voici Mborika Fall. Pour ce jour, donner la coupe à nos supporters qui sont matin, midi, soir derrière nous. Je suis vraiment contente, je suis même émue et je suis fière des filles, de mes filles. Techniquement, qu'est-ce qui a été la clé de cette victoire? C'était la défense. Je ne parlais que de la défense. Parce que pour gagner, il faut défendre. Et quand on défend, à chaque fois quand on encaisse moins de poignées, on gagne. Parce que mon équipe, tout le monde peut marquer. Mais tout le monde n'a pas la volonté de défendre. À chaque fois qu'on a ces genres de matchs, je ne parle que de la défense. Surtout la défense haute. Parce que Ville de Dakar, surtout leur meneuse, elle joue vite et elle pénètre. Et quand il y a pénétration, il y a rotation. Quand il y a rotation, il y a chute. Donc c'est pour ça qu'on a fait la défense haute, zone presse, après fille à fille. Et ça nous a beaucoup aidé. Merci aux filles. Est-ce qu'on peut dire que vous avez atteint vos objectifs pour cette saison? Oui, parce que c'était le championnat. Bien sûr, on aimerait bien gagner d'autres coupes. Mais l'objectif, c'est de gagner le championnat et d'aller en Afrique. C'était le début. On l'a réussi. Et nous changeons de discipline. Cruelle désillusion pour l'équipe de France au terme d'une finale globalement décevante. Le Portugal a remporté le premier trophée de son histoire en s'imposant contre la France grâce à un but d'Eder à la 109e minute. Blessé au cours du jeu, Cristiano Ronaldo prend une réception pour le prochain Ballon d'Or. Le point avec Sambou Biaki. Всех возможных для футболиста титулов с сильной командой сборной, но командой, с которой сложно выиграть, например, там чемпионат. Malgré la sortie de Cristiano Ronaldo sur une civière au milieu de la première mi-temps, les Portugais ont su faire le dos rond pour annihiler les attaques françaises. Les Bleus pourront toujours regretter de ne pas avoir concrétisé leur domination en première mi-temps. L'occasion d'André-Pierre Gignac dans le temps additionnel, dont la frappe bute sur le poteau de Rui Patricio, laissera un goût amer aux supporters français. Rarement convaincant dans ce tournoi, le Portugal a terminé 3e de la phase de groupe derrière la Hongrie et l'Islande avec 3 matchs nuls. La Seleção a ensuite sorti la Croatie avant de triompher de la Pologne au tir au but en quart de finale. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, qui prend une grosse option pour le prochain Ballon d'Or, ont gagné leur seul match de la compétition face au Pays de Galles en demi-finale 2-0.
Avec cette victoire au Stade de France, le Portugal remporte son premier grand titre. Ironie du sort, la France n'avait plus perdu contre le Portugal depuis 1975. Comme la France n'avait plus battu aussi l'Allemagne en compétition officielle depuis 1958, avant jeudi soir. Les séries donc sont faites pour s'arrêter. Qui est ce fameux buteur méconnu du grand public? Eder a délivré la Seleção grâce à l'unique but de la finale face à la France 1-0. Nous restons avec Sambou Biagui pour nous faire découvrir ce natif de Guinée-Bissau qui a mis toute la France à